Bonjour à tous, merci à Madame Pérusse et Monsieur Vidal pour l'invitation, je suis vraiment très heureuse d'être là. Ma présentation s'appelle « Du chercheur non spécialiste à la polyphonie méthodologique, enjeux et rayonnement de la recherche chorale ». Alors, ma recherche est financée par le Fonds de recherche du Québec, que je remercie pour son appui, et depuis quelques jours par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Alors, ma présentation va aller comme suit. Je vais parler très rapidement de trois paramètres à prendre en compte: l'émergence de nouveaux enjeux de recherche, la mutation des conditions de recherche et aussi l'évolution de la figure du chercheur, qui m'ont un peu amené à penser mon projet, en tout cas à les prendre en compte. Puis ensuite, je parlerai plus précisément donc, de ma recherche-action participative pour incarner tout ça. Au niveau de l'émergence d'enjeux nouveaux, on en a parlé un petit peu ce matin. On est dans un... Bon, c'est pas nouveau dans le sens, ça fait pas 2 ou 3 ans, ça fait déjà une cinquantaine d'années, mais ça s'accélère. On est dans un monde, on est dans la globalisation à peu près sur tous les plans. Ça amène beaucoup de réajustements à faire. On a aussi une révolution numérique qui nous amène à repenser nos métiers, nos façons de travailler, nos territoires aussi. Et puis, de plus en plus, le poids de tout ce qui est open source ou les éditions savantes libres, on s'interroge sur le savoir. On parle de justice cognitive. Est-ce que les savoirs qu'on produit en tant que chercheur doivent être accessibles à tous, au pays du Nord comme au pays du Sud? La question du genre qui vient se greffer. Donc, vous voyez, on a beaucoup de nouveaux paramètres à prendre en compte. Et ça se matérialise un peu par le phénomène des slashers. Alors, je suis allée voir la définition, mais c'est un peu ces nouveaux professionnels qui cumulent ou combinent différentes activités. Donc on est dans un monde qui se démultiplie. Et donc, en plus de ça, on a aussi des enjeux sociaux et environnementaux qui nécessitent d'autres échelles de réflexion. On ne peut pas tout le temps penser par division administrative. Par exemple, dans la question environnementale, les bassins versants vont amener une toute autre vision des collaborations avec les chercheurs. Puis on atteint aussi ces plafonds environnementaux, donc on atteint une certaine irréversibilité, il faut réagir. Donc on a plein d'enjeux en fait, qui deviennent pluriels. L'aide à la décision publique au niveau des institutions, on s'intéresse au cosmopolitisme, l'intelligence artificielle pose des questions juridiques, artistiques, techniques, technologiques, les plans bio-industriels. Bon, les exemples ne manquent pas dans tous les domaines, art, environnement, etc. Et donc, on est clairement dans l'interdisciplinarité, les démarches intégrées, on parle de plus en plus de démarches intégrées, et l'internationalisation, évidemment. Donc, on sollicite plusieurs champs d'expertise. Les parcours aussi cognitifs s'accélèrent, c'est-à-dire on demande aux chercheurs de publier de plus en plus, d'être actifs, de présenter des communications. On est quand même dans ce processus un peu de pression sur le chercheur. Et puis, bon, alors on l'a vu aussi ce matin, le couplage sciences dures, sciences molles qui se fait de plus en plus. On explore ces interactions. Et puis on a beaucoup de demandes qui émanent de la société civile ou des partenariats, on l'a vu ce matin avec Ubisoft, qui viennent des entreprises privées. Alors on a aussi la mutation des conditions de recherche. Je suis allée voir le rapport de l'OCDE sur la durée moyenne des études qui s'allonge, qui pose plein de problèmes, enfin des problèmes entre guillemets, mais disons qu'il faut gérer. Alors voilà, les femmes qui sont de plus en plus sur les études, donc le chercheur qui est parent aussi. On a l'augmentation de l'appui des sociétés privées. Donc, est-ce que le savoir est encore indépendant? Est-ce qu'il y a un appui de ces sociétés privées-là? Un appui, une pression plutôt. Et puis, on a quand même une certaine instabilité budgétaire. On avait des coupures importantes dans les dernières années. Il y a eu des augmentations. Donc, on ne sait pas tout le temps comment se situer en tant que chercheur. On a beaucoup d'interactions. Alors, voilà, moi, je suis au doctorat sur mesure. C'est vraiment chouette qu'il commence à y avoir des possibilités comme ça de coupler plusieurs domaines du savoir. La recherche-création existe depuis longtemps, la recherche-action aussi, mais ça commence à se voir de plus en plus, les recherches-actions notamment. Les co-tutelles sont de plus en plus fréquentes. Et puis pour le financement, le programme Audace en fait partie des nouvelles choses qui permettent de faire évoluer ce contexte-là. Les bourses de soutien parental, on l'a vu, dans certaines universités étaient déjà présentes, d'autres universités sont en train de militer pour qu'on puisse combiner vie personnelle et vie de chercheur. La recherche-action, moi, c'est une recherche-action. Ça pose plein d'autres questionnements. Quel équilibre entre production de connaissances et résolution d'un problème pratique? Il faut jongler entre les objectifs de recherche et les objectifs de l'organisme qui va interagir avec nous, qui a des attentes aussi. Donc ça pose plein de nouvelles questions. En fait, qui produit le savoir, pour qui contrôle le dispositif scientifique, et puis aussi quelle place prend l'engagement personnel du chercheur. On dit en général que le chercheur doit être indépendant,
ne pas faire jouer le côté personnel, mais en même temps, dans une recherche-action, souvent le côté émotif est présent. Alors, en fait, c'est ça un peu qui est compliqué aussi en recherche-action, c'est qu'on doit produire des connaissances qui sont à la fois génériques, qui puissent être en tout cas diffusées, puis réutilisées par d'autres chercheurs, mais aussi contextualisées. Ça nous amène à reconnaître la légitimité de différents types de savoirs, donc pas seulement des savoirs de chercheurs, d'intellectuels, mais si on va sur le terrain, de prendre en compte les professionnels, les gens qui ont des savoirs peut-être plus pratiques. Et puis donc, il y a toute cette question de la non-linéarité de la recherche-action qui s'oppose à la linéarité des parcours scolaires, académiques et de financement. En recherche-action, on est beaucoup dans essais-erreurs, on réajuste aussi. Donc, voilà, c'est important de favoriser les conditions d'émergence nécessaires à toute cette réflexivité en fait, sur notre propre pratique de recherche. Prendre le temps, c'est important. Alors, parce que c'est ça, cette boucle de rétroaction, en fait, en recherche-action, on a un plan, on a une idée, un cadre conceptuel, on agit, puis là, on réajuste, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, donc on va adopter une autre méthodologie peut-être pour... Donc c'est pour ça que je parlais de polyphonie méthodologique, c'est parce qu'on ne peut pas partir avec un plan cadré d'avance. Si on veut vraiment faire de la recherche, et pour le coup, des chercheurs qui cherchent réellement, il faut qu'on soit dans aussi voir qu'on fait des erreurs de parcours et réajuster. Et puis, il y a aussi la figure du chercheur qui évolue, je le disais au début. Alors, j'ai fait un petit truc symbolique. J'ai l'impression qu'avant, on voyait beaucoup le milieu de recherche comme un terreau, le chercheur, quelqu'un de solide qui a une formation académique, qui est bien, qui sait où il s'en va, et puis il a un projet de recherche qui fait converger tout ça, et qui va après se déployer en produits de recherche, en communication, en publication, en production scientifique. Moi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est pas du tout la même chose. J'ai l'impression que le chercheur, au contraire, se nourrit à différentes... c'est pas seulement notre formation académique, ça va être notre engagement bénévole, notre vie personnelle, nos intérêts, et ça, on ne prend pas assez en compte. C'est aussi des compétences qu'on acquiert. Comme le monsieur ce matin qui disait, on fait de la neuroscience, mais peut-être qu'à côté de ça, c'est un grand guitariste, et que c'est une compétence qu'il va pouvoir utiliser avec ses participants dans une recherche ou autre. Donc le projet de recherche, pour le coup, ça, c'est un tronc. C'est quelque chose de précis qu'on veut étudier. Et le milieu de recherche va être peut-être ce qui va favoriser la croissance de ce projet en donnant des conditions favorables. Et on a quand même les productions qui se retrouvent là. Donc voilà, le chercheur auprès de sa communauté de pratique, le chercheur non spécialiste que je me définis être comme ça, je suis agricultrice, j'ai été chanteuse d'opéra, puis je suis une maîtrise en études littéraires. Je ne suis pas une spécialiste. Si je vais dans un colloque sur l'agriculture, il y a plein de données qui me manquent. Et pareil si je vais en musique ou en littérature. Mais je deviens une spécialiste du lien, finalement. Mais ça pose plein de questions. Est-ce que c'est un chercheur non efficace parce que c'est souvent des travaux aussi qui sont longs, il y a du tâtonnement. Est-ce qu'on considère le chercheur comme une personne ou comme un chercheur ça? Il y a de plus en plus de colloques qui s'interrogent sur ça, sur la vie, l'interférence entre vie privée, vie professionnelle du chercheur qui, en fait, peuvent mettre en péril, quand on voit tous les professeurs qui font des dépressions ou des burn-out, on se dit que la vie personnelle peut vraiment influencer notre efficacité en recherche. Et puis auprès du milieu d'action, quand je parle de recherche-action, on est quand même vu comme une figure d'autorité qui vient de l'extérieur avec un savoir, et c'est difficile de garder... on est un peu vu comme celui qui va poser des diagnostics savants, donc c'est difficile de garder notre posture d'humilité et de comprendre qu'on est aussi là pour apprendre du milieu dans lequel on va évoluer. Il y avait un dessinateur qui a fait toute une bande dessinée, Jeff Stratford, sur le chercheur dans le milieu de pratique. C'est très très drôle, je vous invite à le lire. Alors, pour parler précisément de mon projet à moi, je me suis intéressée à l'agriculturel en partant du constat qu'on a vécu depuis les années 50 deux crises parallèles. La crise de l'agriculture, la crise de la culture. Alors évidemment, ça fait un peu alarmiste, il y a plein de choses positives aussi, mais grosso modo, au niveau de la culture, on a quand même une américanisation des valeurs. On confond souvent divertissement et culture, on est en train de perdre un petit peu cette distinction-là. Et puis il y a un affaiblissement des cultures territorialisées, localisées, avec des pratiques ou des savoir-faire très localisés. Un recul des langues, les exemples ne manquent pas. Au niveau de l'agriculture, on connaît tous problèmes de financement, de quotas, accaparement des terres, urbanisation galopante, manque de relève, le taux de suicide chez les agriculteurs. Je ne vous la fais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire, des enjeux éthiques sur les pesticides et les OGM. Donc, des choses qui m'ont frappé, des statistiques, 75% de nos ressources génétiques
ont disparu depuis les années 1900 au niveau de l'alimentation, de l'agriculture, donc des espèces végétales qu'on a perdues. Et puis une autre statistique qui m'a frappée aussi, 34%, bon, c'est la population européenne, ne participe jamais à une activité culturelle. On se demande, ok, est-ce qu'on est en train de perdre tout ça? Est-ce que c'est réellement irrattrapable comme situation? Est-ce que c'est réellement le cas aussi? Moi, ce rapport culture-agriculture me parle vraiment. Xénophon dit, c'est avec raison qu'on a dit que l'agriculture était la mère et la nourrice des autres arts. Dès que l'agriculture va bien, tous les autres arts fleurissent avec elle. Mais quand on est contraint de laisser la terre en friche, presque tous les autres arts s'éteignent, et sur terre et sur mer. Parce que l'agriculture a toujours été au cœur de plein de pratiques artistiques, de rapprochement de populations, donc qui ont fondé des lieux, une histoire particulière, ça a fédéré, et puis cette crise de l'agriculture effectivement rejaillit sur la culture. Donc voilà, grosso modo, ce cercle où on a des crises agricoles et culturelles, et on a essayé d'apporter des réponses globales, donc des réponses qui seraient transposables à n'importe quel endroit sur la Terre, à cette crise. Donc c'était des réponses qui étaient inadaptées aux territoires sur lesquels elles s'appliquaient. Ce qui fait qu'on a perdu encore plus de ressources et de savoir-faire. On a apporté donc des réponses globales de nouveau, et c'est un cercle vicieux. Donc c'est compliqué de réajuster. Bon, c'est crise globale, réponse globale. Donc l'agriculturel, ça c'est une photo que j'ai prise à Détroit, où il y a tout un mouvement de réappropriation de l'espace urbain qui avait été complètement délaissé par l'agriculture. Là, ça a été repris par l'agriculture. L'agriculturel a été défini beaucoup par c'est un des premiers qui le définit en fait, Philippe Prévost. Lui, il l'a défini comme un contrat social entre l'agriculteur et la société. Là où j'en suis moi dans ma compréhension, c'est un rapprochement culture-agriculture par lequel une communauté spécifique va chercher à faire de son lieu un patrimoine vivant. Et par lieu, je me base un peu sur les travaux de Fernand Dumont, le lieu au sens large, c'est-à-dire le territoire, oui, physique et concret, mais aussi le territoire métaphorique. Une langue est un lieu qu'on habite, par exemple. Donc il y a une question aussi de la culture et l'agriculture peuvent se déployer dans un lieu plus métaphorique. Donc ça s'enracine mon intérêt dans un parcours personnel, comme je vous l'ai expliqué. Et puis qui me semble porteur, cet enjeu de recherche, il est récent, pour remettre des dialogues entre urbanité et ruralité, intellectualité et travaux manuels, par exemple. C'est quelque chose qui est en train d'émerger de plus en plus. Donc ce phénomène où on a des fermes qui vont ouvrir leurs portes pour faire des festivals de musique, des expos de photos, des agriculteurs qui cherchent à faire une présentation de leurs produits un peu plus élégante, plus fine, qui vont apporter quelque chose d'artistique dans leur commercialisation. Ça me semble un sujet pertinent parce que c'est un phénomène très peu documenté, voire pas documenté pour l'instant. Donc c'est important de comprendre ce nouveau phénomène. Et puis aussi parce que l'UNESCO parlait en 2013 déjà d'exploiter tout ce qu'on appelle l'économie créative pour les pays en voie de développement, mais on n'a pas du tout parlé de cette possibilité pour les pays développés déjà, alors que pourtant, moi c'est mon hypothèse, ça peut être un vrai levier d'action. Puis dans la logique de développement durable, en fait, quand on pense développement durable, on pense rarement à la culture, alors que pourtant, on va le voir plus tard, elle concerne beaucoup d'enjeux de développement durable. Alors voilà, on a plein d'initiatives qui sont en train de se monter, des petits cafés au Québec, là, Bité Betrave, on a plein d'endroits que je suis en train de recenser un petit peu. Donc mes objectifs, c'est mieux comprendre et définir ce phénomène, effectuer un premier recensement des initiatives agriculturelles au Canada. Bon, c'est pas quelque chose que j'espère atteindre à la fin de ma thèse, mais commencer ce chantier-là. Et puis, co-créer des initiatives agriculturelles en observant leurs effets sur le développement territorial. Donc là encore, je ne prétends pas arriver au bout d'une démarche parce que c'est évidemment des choses qui vont se déployer sur plusieurs années, mais commencer à les monter et à en évaluer les impacts. Donc je me situe dans des plans à la fois théoriques, puis créer des bases de données qu'on pourra utiliser aussi, puis faire de l'analyse sur le terrain. Je suis membre d'un groupe de recherche qui s'appelle l'Institut Hydro-Québec Environnement Société, qui m'ont gracieusement fourni ces trois diapositives. Dans la compréhension de mon enjeu de recherche, je m'appuie sur les objectifs de développement durable, certes, mais aussi sur donc, ces questions de plancher. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le plafond environnemental et le plancher social. Donc ça veut dire qu'on est limité par nos ressources environnementales, on ne pourra pas aller plus loin, mais par contre on a un certain niveau, un plancher social qu'on ne veut pas descendre en dessous. Donc on est obligé de jouer là-dedans.
Les objectifs de développement durable de l'ONU, donc je les utilise dans ma recherche. Certains, on voit qu'ils sont variés, puis que la culture a une place à y jouer. Et donc on essaye de penser à ces deux planchers et à ces différents objectifs, donc qui peuvent être aussi larges que éducation de qualité, la paix, les institutions justes, etc. On a un ensemble d'objectifs. Donc, comme j'ai dit, je distingue bien culture et divertissement. La pensée de Fernand Dumont, bon, c'est un petit peu long peut-être, mais c'est la culture un peu comme prise de distance. Et pour faire cette prise de distance ou cette prise de conscience, elle se matérialise avec des objets ou des productions concrètes. Donc, pour que la culture, on puisse vraiment la comprendre, on va la cristalliser sur un objet. Je pars aussi avec une autre pensée qui est celle de Beth Preston, qui pour elle, au contraire, les objets c'est quelque chose de statique et de figé, alors qu'elle parle de dynamique plutôt. Pour elle, les dynamiques sont la culture, c'est vivant. Donc, on est plutôt dans la conceptualisation de choses, qu'elle appelle le mental design, et puis qui après se matérialise. Mais il y a quand même cette idée de progression. Donc, comme la culture est pour moi quelque chose qui est vraiment très lié aussi au Québec, il y a vraiment un questionnement identitaire fort là, avec la question de la colonisation, etc., les peuples autochtones. L'enjeu de la langue aussi est encore un objet de territoire et de pouvoir. En fait, ça me paraissait vraiment le lieu idéal pour faire ça. J'ai pris l'exemple de la chanson, qui, qui peut être un objet, on peut faire un CD, on peut faire ou un objet pas nécessairement tangible, mais un concert est un objet si on veut, et à la fois qui est dynamique parce que c'est un processus de création. Et ce processus de création en musique, on peut le transposer, comprendre en fait les relations entre les différents paramètres d'une composition de musique et les transposer à l'agriculture. C'est pas très précis, mais je vais m'expliquer. Par exemple, si je me base sur le plan structurel, bon, on va dire que dans une chanson, j'ai un tempo, j'ai une écriture, et ben ce tempo, cette écriture, ce rythme, en agriculture, ça va rejoindre par exemple l'heure de mes traites, ma cadence de récolte, ma cadence de travail. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois, si je prends je sais pas moi, innovation, improvisation ou bœuf, bon, si je me dis on se lance dans une impro musicale au niveau de l'agriculture, ça va être un espace test sur la ferme où on va pouvoir essayer des nouvelles choses. Donc on peut reprendre tous ces paramètres de création musicale et littéraire et les transposer au domaine de l'agriculture. On voit qu'il y a un vrai apport, au niveau de l'interaction entre les disciplines. Alors, je me base aussi sur les travaux d'une femme qui a étudié le patrimoine, enfin les phénomènes revivalistes, qui pour elle explique qu'une pratique musicale préexistante peut prendre des connotations symboliques inédites à l'intérieur d'un nouveau contexte historique et socioculturel, donc qui va se réactualiser. Donc on voit bien qu'il y a ces deux processus, à la fois une dynamique puis à la fois quelque chose qui s'ancre dans un territoire. Si on veut, la musique a des qualités plastiques qui vont aider à porter ces projets-là. Donc je termine avec ma dernière partie. Donc, pour elle, la chanson, finalement, c'est à la fois lié cadre et improvisation, ou plus aussi vision collaborative, ce qu'on retrouve en agriculture. On a des cadres, on doit aussi se réajuster à un phénomène météorologique qui arrive, le troupeau qui a sauté la clôture, etc. Puis on a aussi cette collaboration souvent sur une ferme malgré tout, en tout cas la ferme familiale. Donc on a cette flexibilité, plein en fait, de qualités qu'on va retrouver dans les deux qui font que la chanson est un objet intéressant pour approcher l'agriculture, d'autant plus que la chanson a beaucoup été liée à l'agriculture avec le chant des semailles, avec toutes les fêtes populaires et les traditions. Donc plus concrètement, où est-ce que j'en suis ? Ouais, plus concrètement, en fait, moi j'ai proposé à des agriculteurs de rentrer dans un processus de création. Donc on va faire tout le processus, finalement, écrire les textes, composer, mettre en musique, enregistrer, pourquoi pas sur les fermes, mais aussi au niveau de l'administration et de la diffusion, trouver des financeurs, faire la pochette, etc. Et ça rejoint un peu ce qu'on appelle la logique locale, où on a tout ce qui est local qui va être fait avec les agriculteurs sur place, mais tout ce qui est plus marketing et commercialisation, si on veut, en général, on est dans une logique justement plus globale, où là, on va faire une campagne de sociofinancement sur Internet, on va le diffuser. Donc ça, c'était un aspect qui me gênait un petit peu. Je me disais comment on peut contourner ça. Donc finalement, je suis en train de m'associer avec la coopérative La Mauve, qui est une coopérative de producteurs sur la rive sud de Québec.
Eux, ils ont déjà un réseau de fermes et ils ont déjà un mode de diffusion, de commercialisation de leurs produits agricoles par des paniers bio qu'ils livrent sur la rive sud de Québec. Et ils ont 40 producteurs qui sont très diversifiés, producteurs maraîchers, herboristes, éleveurs, transformateurs. Ils ont même une ferme pédagogique. Donc ça offre une diversité intéressante. C'est proche du centre-ville de Québec. Ce qui est à la fois bien pour moi en tant que chercheur, parce que je vous l'ai dit, la vie personnelle compte. Moi j'ai une famille, j'ai 3 enfants. C'est important de prendre ça en compte, je pense, pour la réussite d'une recherche, malgré ce qu'on nous dit pour les demandes de subventions. Et puis, c'est pertinent de toute façon pour les interactions ville-campagne. C'est proche, il faut être proche, il faut pouvoir diffuser aussi. Pour l'instant, c'est ce que je choisis de faire en tout cas. Donc voici la carte des producteurs. Le plus loin est à 1h30. Donc voilà. Et donc, pour terminer, donc finalement, ça va être un projet culturel commun. Là, je reprends une théorie de Vachon qui dit « En l'absence de projets concrets réunissant les partenaires, la concertation perd son véritable sens. » Donc il faut un projet pour mobiliser les gens. On ne peut pas venir avec une théorie puis dire « Oh, il faut rapprocher la culture et l'agriculture. » C'est très théorique, c'est très nébuleux. Si on vient avec un projet, ok, on va faire ça, est-ce que ça vous intéresse? Puis participer à l'élaboration, qu'est-ce que vous en pensez? On peut le réajuster. Là, ça devient participatif, les gens embarquent et surtout ça, enfin en tout cas c'est ce que j'espère, c'est que ça mobilise plus les gens. Donc aussi à Saint-Hyacinthe, le projet Orange, enfin le lieu Orange, dit qu'en proposant des créations engageantes plutôt que des œuvres d'art engagées, les artistes sont devenus des acteurs sociaux incontournables. Et je crois vraiment à cela, au pouvoir des artistes, enfin au pouvoir à l'apport des artistes. Donc cet enregistrement sera finalement à la fois un objet, un CD, un objet tangible, et une dynamique, parce qu'il y aura tout un processus de création. Donc on retrouve un peu les deux choses que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc mon schéma d'opérationnalisation, ça va être ça. On a un territoire agricole, rural plutôt. On va travailler avec des agriculteurs et puis des ruraux bénévoles à produire un objet qui va être diffusé par la Mauve avec des partenariats avec le monde universitaire, notamment la OPI universitaire et artistique de la ville de Québec. Le petit ML, c'est la Maison de la littérature qui va aussi probablement embarquer dans le projet. Et donc on voit qu'on commence à créer plus de liens et de ponts. Et la stratégie de diffusion, on y a pensé il n'y a pas beaucoup de temps, ce serait le panier bioculturel. Les gens s'inscrivent à des paniers bio et chaque mois, ils retrouveraient un produit culturel dans le panier. Donc par exemple, une estampe, une photographie argentique, une vidéo faite par un jeune vidéaste, un recueil de poèmes. Donc il y aurait un surcoût à ce panier, mais qui serait finalement pas vraiment... qui passerait assez facilement puisqu'on aurait un produit culturel aux 4 semaines et on peut rajouter un $20 par mois par exemple. Et en passant par la logique locale, donc en prenant que des produits artistiques d'artistes et d'artisans locaux. Aussi dans l'idée de bénéficier des réseaux croisés, donc de dire on bénéficie du réseau agricole et puis du réseau de la culture. Donc on va croiser et faire une interaction entre les deux. Et de valoriser les produits, c'est-à-dire par exemple si on a des recueils de poèmes, souvent c'est le cas dans les maisons d'édition, on va pilonner nos recueils parce qu'ils n'ont pas été vendus. Bah là au lieu de les pilonner et de les gâcher, l'éditeur va y trouver un compte financier, les artistes sont plus diffusés, donc il y a beaucoup d'avantages en fait collatéraux. Donc on reprend le système d'agriculture soutenue par la communauté, par le milieu culturel. Et donc après on peut aller mesurer, bon ça c'est pas intéressant, on peut aller mesurer tout un tas d'indicateurs, comment répond le milieu, soit des indicateurs quantitatifs, soit qualitatifs. Donc voilà, pour conclure, moi je pense que les parcours non linéaires du chercheur permettent de combler réellement un vide scientifique, et que l'évolution actuelle de la recherche et des enjeux qu'on vit au niveau planétaire justifie vraiment la recherche chorale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ouais, désolée, j'ai dépassé 3 minutes. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec la salle dans le fond sur le début. Non, mais...
présenté, mais c'est très intéressant. Et surtout la rencontre, disons, il y a un volet qui est peut-être plus proche, le volet littérature et agriculture, mais chant lyrique, c'est pas... enfin, vous êtes présenté comme spécialiste du lien. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée pour parler des gens qui ont un parcours intersectoriel. Et j'aimerais que, et vous avez aussi présenté comment vous pouviez réinterpréter, disons, le cycle agriculturel par des catégories qui appartenaient aux arts du son et de la temporalité. Mais j'aimerais peut-être vous entendre un peu plus sur est-ce que ça vous a vraiment permis de problématiser autrement cette rencontre de vos trois disciplines que vous portez vous a permis de vraiment problématiser autrement les trois phénomènes. L'agriculture, on le voit, mais les deux autres, par rapport à la littérature. Je ne suis pas certaine de comprendre toute la question, mais ce que je comprends... Ouais. Est-ce qu'il y a des échanges vraiment entre les trois? Il y a eu beaucoup d'échanges vers l'agriculture. Oui. Est-ce qu'il y en a vers... Oui, il y en a beaucoup. En fait, entre déjà musique et littérature, c'est des liens très étroits, notamment par la chanson. La chanson est un objet culturel qui fait appel à la fois au littéraire et au musical. Après, chacune des disciplines, c'est sûr que la littérature avec l'agriculture directement, c'est peut-être moins évident, encore que la littérature est aussi un domaine qui parle de la vie, qui décrit la vie, qui a toujours parlé de tous les phénomènes qui existent, donc dans ce côté observant, observateur. Et puis d'un côté, en fait, le côté nourrissant, moi c'est plutôt dans cet aspect-là que je le considère. Le sous-titre que je me suis donné pour l'instant, c'est élever, cultiver, nourrir l'homme. Parce que finalement, que ce soit les arts, la culture ou l'agriculture, il y a cette idée de nourrir, puis il y a cette idée d'élever aussi. Quand on parle avec des éleveurs passionnés, leurs troupeaux, on les élève, on élève la qualité de la race, la génétique, on la travaille, on l'améliore. Donc il y a cette idée de monter, de faire de la qualité et de nourrir l'être humain sur le plan physique, sur le plan du cœur, sur le plan intellectuel. Donc je trouve qu'il y a cette idée-là. Après, c'est sûr que aussi la chose que je vois, c'est que d'avoir été dans des milieux différents, ça me donne la force de pouvoir comprendre des réalités, parce que j'irai parler avec des agriculteurs, puis j'aurais aucune idée de ce que c'est de se lever à 5h du matin tous les jours pour aller faire ta traite. Je ne serais pas capable de comprendre nécessairement leurs contraintes en termes d'horaire, en termes de fatigue, en termes de préoccupation. Donc ça, je l'ai vécu en partie. Je l'ai pas vécu pendant 20 ans, mais je l'ai vécu suffisamment longtemps pour l'intégrer. Et puis aussi le fait, on parlait ce matin des temporalités et puis des processus qui sont en recherche assez linéaires, puis en art qui peuvent être complètement simultanés ou disloqués. Je pense que d'être une artiste, parce que je suis aussi une artiste, ça me donne cet avantage de pouvoir envisager ma recherche selon des angles parfois surprenants pour les autres, ou en tout cas par l'intuition plus que par la rationalité parfois. Et ce qui me semble important, j'en parlais à midi, pour moi la recherche c'est aussi de l'intuition. C'est quelque chose qu'on en met beaucoup de côté, mais il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par intuition de chercheurs. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ancré dans quelque chose de solide et de cognitif, mais à un moment donné, il y a aussi d'autres choses qui parlent. Et dans le milieu académique, on n'a pas forcément l'occasion de développer tous nos savoir-faire, nos savoir-être surtout. Et ça, on peut le faire par d'autres biais. C'est pour ça que je fais l'apologie du chercheur non linéaire, non spécialiste. Voilà.